Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, je me présente Alexandrine Desourdis. Je suis directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci énormément d'être présent pour ce webinaire Convergence. Donc, à titre de rappel, Convergence, c'est une initiative qui est portée par la Chambre, la BMO et plus de 27 partenaires et collaborateurs, dont le gouvernement du Québec. Convergence, l'objectif, c'est d'appuyer les entreprises dans leur transition verte, donc en vous donnant des outils, en facilitant l'accès à des experts, avec aussi des activités d'affaires et plus encore. Donc, dans nos dernières consultations, on lit bien que la communauté d'affaires est très préoccupée par la situation climatique. Les entreprises ont le souhait de faire cette transition-là, mais ne savent pas souvent par où débuter et n'ont pas nécessairement les ressources disponibles pour y arriver. La formation, c'est un des leviers qui est identifié comme prioritaire pour aider à cette transition. Et donc, c'est un peu la prémisse qui nous a permis de démarrer ces webinaires Convergence. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des échanges avec des entrepreneurs, des experts, des gens qui viennent nous partager des éléments clés pour réussir sa transition. L'objectif d'être avec nous en direct ce matin, c'est que vous allez pouvoir poser vos questions dans l'espace Q&A qui apparaît au bas de votre écran. Donc, à la toute fin de la présentation, on va avoir un moment pour pouvoir répondre à quelques questions avec notre expert invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne de Service Québec Montréal. Alors, j'introduis Zineb Sabir, qui est CRHA, conseillère aux entreprises à Service Québec. Donc, Zineb va se joindre à moi dans un instant. Et donc, aujourd'hui, Zineb va vous présenter en fait quelques éléments clés de la gestion du changement, les enjeux, les leviers pour réussir sa transition verte. Bonjour Zineb. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Donc, Zineb, je vais te laisser faire ta présentation. On va se retrouver dans quelques minutes à la fin de ta présentation pour la période de questions. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à écrire vos questions tout au long de la présentation de Zineb dans la boîte Q&A. On y revient à la fin. Zineb, je te souhaite une très belle présentation. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui tourne autour de la gestion du changement. C'est sûr que de nombreuses entreprises ont pris conscience de l'importance de la transition verte et elles ont pris des actions concrètes dans ce sens. Euh, mais entre la volonté stratégique et la réalité organisationnelle, opérationnelle, l'élément qui fait souvent la différence, c'est la capacité à gérer le changement. Donc, c'est ce qui présente l'élément central du webinaire aujourd'hui. On va le voir à travers le plan suivant. Donc, on va discuter du virage vert pour les PME très brièvement et le lien avec la gestion du changement. Ensuite, ça va se dérouler sur trois axes principaux. Ça va être la réflexion stratégique, donc l'importance d'intégrer les intentions par rapport à l'adoption du virage vert au niveau de la réflexion stratégique, donc qui est une étape avant la planification stratégique dans les organisations, le plan d'action pour surmonter les résistances au changement que le changement pourrait provoquer dans l'organisation. Et ensuite, on veut pérenniser ce changement-là, entre autres à l'aide d'indicateurs. Donc, je me permets de commencer par l'adage de Peter Drucker qui dit que le plus grand obstacle au changement est de croire que ce qui nous a valu du succès dans le passé continuera à nous servir à l'avenir. Et en tant les entreprises sont de plus en plus conscientes de cette réalité-là parce que depuis les dernières années, on fait face à des imprévus, que ce soit la crise de la COVID, que ce soit aussi la prise de décisions stratégiques comme le virage vert ou d'autres euh, incertitudes économiques qui s'imposent un peu à nous et aux entreprises comme telles et qui fait en sorte qu'il y a des pratiques à garder, mais qu'il y a d'autres qui sont à changer. Donc, le virage vert devient important pour les PME. On a toujours pensé que c'était une affaire des grandes entreprises, mais on se rend compte que les PME sont de plus en plus impactées aussi, puis ont leurs responsabilités par rapport au virage vert, et que ce soit à travers les pressions réglementaires, les attentes sociétales des clients, des talents, des talents, donc pour la rétention et l'attraction des talents. Il y a il y a des futurs ou des potentiels talents qui vont
poser la question par rapport à la responsabilité sociale de l'entreprise, entre autres par rapport au virage vert. Il y a aussi des opportunités économiques comme des nouveaux marchés, par exemple, à aller chercher. Donc, le virage vert s'articule autour de quelques éléments essentiels qui pourraient être la réduction de la consommation énergétique, l'intégration des énergies renouvelables, le système de gestion de l'énergie, la baisse des gaz à effet de serre, la récupération de la chaleur, l'innovation aussi à travers des technologies plus durables, l'électrification. Euh, donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels les PME peuvent choisir d'agir, mais pour prendre le virage, ça peut imposer des transformations, des pratiques, des façons de faire, des paradigmes et au niveau opérationnel aussi, ce qui exige de réfléchir stratégiquement aux changements qu'on souhaite faire comme entreprise, réévaluer des fois les rôles et responsabilités pour s'assurer de l'adaptation continue des façons de faire dans l'organisation. Il y a aussi un enjeu ou un défi d'équilibre durable quand on décide comme organisation de prendre le virage vert. Ce serait d'aligner la transition écologique, mais aussi d'assurer la performance économique de l'entreprise et sa pérennité. Donc, c'est un peu un enjeu d'équilibriste, si on veut. On veut adopter des pratiques véritablement durables comme entreprise, des pratiques qui sont aussi transparentes et qui reposent sur des actions concrètes, mais on veut aussi s'assurer que la performance économique est toujours au rendez-vous. Évidemment, c'est ce qui assure la pérennité de l'organisation. Donc, c'est important que ça passe par le stratégique, de définir une vision et des objectifs stratégiques clairs. Est-ce qu'on a les moyens aussi de nos ambitions en tant qu'organisation par rapport aux objectifs stratégiques qu'on définit? Il faut que ce soit aligné sur nos ressources comme entreprise, comment on évalue tout ça. Et tout ça va être appuyé par une gestion du changement qui est structurée et participative pour s'assurer qu'on est capable de répondre à nos objectifs ou les atteindre. Donc, la réflexion stratégique, encore une fois, une étape qui précède la planification stratégique et qui est très importante pour pouvoir réfléchir d'une façon structurée ce qu'on veut être comme organisation au niveau du développement du virage vert et du développement durable. Comment on peut le faire concrètement? C'est qu'il faut qu'on fasse un temps d'arrêt pour évaluer la situation actuelle de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant comme entreprise par rapport au virage vert et qu'est-ce qu'on souhaite faire aussi dans l'avenir? Donc, qu'est-ce qui est recherché dans l'entreprise et l'écart entre les deux, ce serait la situation à changer. Donc, la réflexion stratégique par rapport à la situation actuelle, on veut réfléchir notre entreprise à ce moment-là. Donc, par rapport à nos forces comme entreprise, à nos faiblesses en matière de durabilité et des pratiques actuelles environnementales. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on a aussi déjà des indicateurs qui nous aident à comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Notre culture organisationnelle, est-ce qu'elle supporte ce qu'on veut faire comme organisation, nos ambitions, mais est-ce qu'elle supporte aussi, est-ce qu'elle est capable de supporter le changement, la posture de l'entreprise face au virage vert, à quoi elle ressemble? Puis on a vécu des changements en tant qu'entreprise, certainement dans le passé. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de ces changements-là? Il y a dans notre mémoire organisationnelle, si on veut, on a traversé quand même des chocs et des imprévus et on en a tiré des leçons. Quelles sont ces leçons-là? Ça pourrait être très important de les prendre en considération quand on amorce un nouveau changement dans l'organisation. Ça nous pousse aussi à réfléchir à notre environnement externe, donc un diagnostic externe par rapport aux réglementations, comment ça nous affecte concrètement comme organisation. On réfléchit aussi aux attentes des clients par rapport à nos engagements comme entreprise face au virage vert, nos concurrents, est-ce qu'on a plus accès à des subventions ou à des prêts, des financements verts, etc. Donc, tout ça, ce serait à considérer dans notre réflexion stratégique par rapport à la situation actuelle. On s'en va vers la situation qu'on souhaite d'atteindre comme organisation. Donc, la réflexion à ce moment-là tourne autour de notre vision verte de la PME et ensuite, ce qui va découler de ça, ce sont des objectifs. Le plus important, c'est que la vision soit très concrète, soit parlante et qu'on soit le plus capable de chiffrer aussi un peu qu'est-ce qu'on veut faire en tant que PME par rapport à notre vision. Euh, donc, si on veut réduire nos émissions en gaz à effet de serre, de combien on veut les réduire et sur combien de temps.
Et ensuite, à partir de là, on va réfléchir à nos objectifs, comment atteindre cette vision-là, notre positionnement stratégique en tant qu'organisation et aussi comment notre culture, notre structure et nos processus vont évoluer vers cette situation souhaitée-là, à quoi ils ressembleront, qu'est-ce qu'il va falloir changer. Est-ce qu'il y a, par exemple, des valeurs qu'il va falloir ajouter comme l'agilité, par exemple, organisationnelle et comment cela va se traduire réellement dans nos comportements au sein de l'organisation, nos structures, nos processus organisationnels, comment ce changement va les impacter. La réflexion stratégique, je veux prendre aussi le moment de souligner que la réflexion stratégique concerne toute l'organisation pour plusieurs défis organisationnels, mais l'idée ici, c'est de dire intégrer notre intention de prendre le virage vert en tant qu'organisation dans la réflexion stratégique pour que le changement soit plus structuré et pour que ça puisse avoir aussi des résultats concrets au niveau de l'organisation. Donc, je reviens toujours à la réflexion stratégique au niveau de l'écart et la situation a changé. On identifie les obstacles culturels, opérationnels, stratégiques. On peut identifier aussi les opportunités qu'on peut avoir en gain d'efficacité, par exemple, ou les nouveaux clients qu'on peut aller chercher, l'innovation aussi au niveau de l'entreprise. Et définir nos leviers d'action prioritaires, par où on veut commencer, avec qui on veut travailler sur ce changement-là dans l'organisation, on va le voir plus loin, puis qu'est-ce qui aura le plus d'impact dans l'organisation. Donc, qu'est-ce qui est le plus prioritaire? Et qu'est-ce qui va nous permettre aussi de s'ajuster par rapport et de décider nos priorités en tant qu'organisation, ce serait d'évaluer nos capacités adaptatives. Donc, mes capacités organisationnelles en tant qu'entreprise, le climat de travail qui est un terrain favorable. Est-ce que j'ai un terrain favorable à la collaboration, à l'engagement et qui favorise l'innovation? Et ça passe par le leadership, le style de leadership qu'on a dans nos organisations. Et aussi d'identifier les mécanismes de résistance pour pouvoir les utiliser comme information, pour pouvoir gérer le changement et d'une façon réaliste par rapport à ce qu'on a comme réalité dans notre organisation. Donc, l'élément de la culture organisationnelle, donc l'ensemble des valeurs et des croyances et des normes qui vont influencer les comportements. Donc, généralement, dans une gestion de changement, ce qu'on veut faire, c'est de gérer ou de changer, d'avoir un impact sur les comportements des gens qui vont avoir à subir, si on veut, le changement. Donc, ils vont devoir revoir, mettons, leur façon de travailler, par exemple. Donc, ça suscite une remise en question des habitudes, et dans un contexte de changement. Et ça prend une certaine ouverture aussi pour pouvoir remettre en question nos habitudes et nos façons de faire de quotidienne. La résilience organisationnelle, donc, ce serait la capacité à absorber les chocs et à apprendre des perturbations. Donc, toutes les leçons qu'on a apprises en tant qu'organisation dans le passé, on a fait face à la pénurie de main-d'œuvre de certains secteurs plus que d'autres, à des pressions, et on a appris de tout ça. Et qu'on sait, il y a plusieurs entreprises qui se sont quand même bien relevées. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on a appris sur nous en tant qu'organisation par rapport à ce qu'on a traversé comme défi. Donc, est-ce qu'on a repensé aussi à ce que nos structures soient un peu plus souples pour qu'on puisse être plus agile en tant qu'organisation et avoir un peu plus de réactivité face aux imprévus, mais aussi face aux décisions qu'on prend stratégiquement et qu'on veut mettre en place. On veut s'assurer que plus on a de l'agilité, plus l'organisation est capable de s'adapter plus rapidement. Notre chaîne de valeur, donc l'approvisionnement, la production, la distribution, donc où est-ce qu'on a le plus d'impact, puis où est-ce qu'on veut aller chercher, où est-ce qu'on veut aller poser nos actions vers le virage vert par rapport à notre chaîne de valeur et qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur l'environnement. Donc, qu'est-ce qui est plus énergivore, qu'est-ce qui est plus polluant et comment on va faire pour transformer ça, comment est-ce qu'on peut agir sur ces éléments-là. Donc, on réfléchit à la manière dont les activités sont réalisées aussi et nos intentions stratégiques qui doivent être alignées aussi avec nos capacités. Le volet opérationnel, donc la performance énergétique au niveau des équipements, des technologies, mais aussi des compétences humaines parce que c'est important aussi d'avoir des gens qui sont bien formés pour pouvoir faire face au changement
qui sont bien formés et qui connaissent bien aussi, qui maîtrisent la nouvelle réalité comme telle pour qu'ils puissent adhérer plus facilement. Donc, le climat de travail, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir, est-ce qu'on a un climat de travail qui nous permet d'avoir des relations de confiance quand on arrive avec une nouvelle idée, avec un nouveau projet auprès des employés? Donc, est-ce qu'on a une relation de confiance à l'intérieur de l'organisation qui permet aux employés de poser leurs questions, d'exprimer leurs doutes et de collaborer librement, d'exprimer leurs préoccupations aussi. Donc, ça prend une ouverture à ça. Par contre, un signe qui serait préoccupant par rapport à la relation de confiance dans l'organisation, ce serait le silence, le travail en silo, la méfiance. Donc, ce serait des signes qui vont dire que est-ce que les gens ont réellement pris le virage? Est-ce qu'ils ont accepté le changement ou est-ce que c'est vraiment le climat de travail qui fait que les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent explicitement? Je vais prendre une gorgée d'eau. Parfait. Puis ensuite, la remise en question et l'ouverture, c'est ce qui permet aussi de devenir une entreprise qui est capable de réaliser des innovations. Donc, les équipes vont expérimenter, ils vont apprendre ensemble, ils vont pouvoir accueillir des idées nouvelles, pardon. Et, mais sinon, si on se replie sur nos habitudes, si on a un climat de travail qui favorise la peur de l'erreur au lieu de favoriser euh, l'acceptation de l'erreur comme levier de transformation et d'innovation, ça fait toute la différence. Évidemment, ce serait un signe préoccupant d'avoir des gens qui ont peur de faire des erreurs dans les organisations. Et ce que ça fait, c'est que ça favorise la résistance à la nouveauté aussi parce qu'on ne veut pas se tromper forcément, fait qu'on est beaucoup plus confortable dans nos habitudes et dans nos anciennes façons de faire. La capacité d'évolution et d'innover, donc on re-questionne nos pratiques, on re-questionne aussi nos idées, qu'on on a toujours fait ça comme ça, donc ce serait pas la meilleure façon ou la meilleure posture qui va aider l'entreprise à prendre le virage du changement ou à réaliser une gestion de changement efficace et fluide. Mais c'est souvent ce qu'on entend aussi. Pourquoi on va faire ça? On a toujours fonctionné de la même façon. Je ne vois pas pourquoi on va changer les habitudes maintenant. Donc, c'est souvent ça, mais ça, c'est plus une réponse préoccupante quand on parle de gestion de changement. Le climat de travail est très influencé par le leadership, le style et le type de leadership qu'on a dans nos organisations. Donc, un leadership transformationnel, c'est certain que c'est ce qui permet le plus d'avoir des gestions de changement fluides et efficaces. Et ça passe par la vision inspirante, évidemment. Les leaders sont capables de communiquer clairement la vision et d'une façon qui s'ajuste aux réalités pour stimuler l'engagement, l'adaptation continue dans l'organisation. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas à la vision inspirante. Il y a aussi le modèle de comportement. Donc, les gestionnaires ou les leaders de changement incarnent les valeurs. Ils guident par l'exemple dans l'organisation et c'est ce qui fait toute la différence. Donc, faites ce que je fais. C'est en fait ça. Euh, et c'est beaucoup plus facile de suivre la figure d'influence comme telle dans l'organisation quand on voit que le modèle qu'on souhaite avoir dans l'organisation est vraiment incarné dans le comportement des leaders. Le soutien et l'engagement, donc offrir du soutien et de l'engagement, ça favorise le climat de confiance dont on parlait tout à l'heure. Ça encourage aussi l'autonomie, la prise d'initiative qui permettent d'avoir plus de créativité dans les équipes. Et évidemment, il y a aussi l'impact sur la motivation intrinsèque qui est le type de motivation le plus difficile à aller chercher chez les gens, chez les employés, chez les destinataires du changement, donc les gens qui vont être impactés par le changement. Et ça passe par le sens qu'on donne au changement que nous avons décidé dans nos organisations. En fait, la motivation intrinsèque, ce n'est pas le type de motivation le plus facile à aller chercher, mais dans le cadre de la mobilisation, ce serait le plus efficace quand on parle de gestion de changement parce que ça nourrit l'engagement durable, puis c'est ce qu'on veut. On veut pas que ce soit juste par rapport à la tâche. Aujourd'hui, on change les habitudes, puis demain, on reprend les anciennes habitudes dans l'organisation.
Quels sont les mécanismes de résistance? Donc, on peut en avoir plusieurs. Une mauvaise planification pourrait faire en sorte de faire paraître le projet comme peu prioritaire comme tel. Donc, ce n'est pas une priorité pour l'instant. Pourquoi je m'engagerai à prendre ce virage ou pourquoi je m'engagerai à changer des habitudes ou des comportements? Ou des fois aussi, comme tout est dans tout par rapport aux pratiques RH qui impactent beaucoup aussi l'agilité organisationnelle puis la fluidité en gestion du changement. Si, mettons, les employés considèrent que les conditions de travail ne répondent pas à leurs besoins, ils vont probablement percevoir le projet de changement comme un peu hors réalité parce que, il y a pour eux d'autres réalités qui les préoccupent présentement. Fait que c'est d'aller un peu plus loin que juste le changement qu'on planifie dans l'organisation ou qu'on implante dans l'organisation, c'est de voir dans l'ensemble d'organisation d'une façon holistique qu'est-ce qui préoccupe les employés, puis qu'est-ce qui ne laisse pas de place à considérer le projet de changement comme étant prioritaire. Donc, on peut avoir aussi des facteurs qui sont idéologiques et psychosociaux, donc une opposition au changement liée à des convictions profondes ou à la peur de perdre le contrôle. Donc, il y a des expertises qui ont été développées à travers le temps. Aujourd'hui, on demande de mobiliser de nouvelles compétences. Donc, est-ce qu'il y a une peur de perdre le contrôle par rapport à ça? Ou encore, est-ce qu'on a reconnu les préoccupations des employés quand on annonce le changement dans l'organisation? Parce que généralement, quand on annonce le changement dans l'organisation, on peut avoir un moment de silence, on peut ne pas avoir de rétroaction tout de suite ou de retour, mais ça ne veut pas dire que tout le monde adhère au changement. Ça veut dire qu'il faut laisser le temps et qu'il faut aussi euh, aller chercher l'information. Donc, motiver les gens à faire part de leurs préoccupations. C'est très lié au climat de travail. Puis le petit rappel aussi que je veux faire, c'est que le climat de travail ne va pas s'ajouter dans le cadre d'un projet de gestion du changement. C'est quelque chose qui va se développer dans le temps avec des actions concrètes et de s'assurer aussi qu'on met les bonnes pratiques pour avoir un climat de travail qui est sain. Le facteur cognitif, donc, c'est tout simplement le manque de compréhension. Oui, c'est simple, mais pourquoi? Parce que quand on décide comme organisation de rehausser les compétences, de s'assurer qu'on n'a pas un écart entre ce qu'on s'attend des gens puis les formations qui sont données, donc l'écart entre la formation et la compétence, quand on s'assure que cet écart-là n'est pas très grand, on s'assure aussi euh, qu'on répond à un mécanisme potentiel de résistance. Et ça, l'entreprise a beaucoup de contrôle là-dessus. Donc, pour ce qui est du plan d'action pour surmonter les résistances, quand on annonce un changement dans l'organisation, voici à quoi pourrait ressembler la répartition des réactions qu'on va avoir. Donc, on va avoir un pôle de soutien, des gens qui sont enthousiastes face au changement, des partisans actifs qui vont faire la promotion probablement de l'idée de changement, mais on peut avoir aussi de l'autre côté du continuum le pôle de l'opposition ou du refus. Donc, des opposants, souvent parce que c'est des gens qui ont énormément de préoccupations face à la situation qui change et à l'impact qu'elle va avoir sur eux ou qui vont se poser aussi la question, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'organisation? Donc, des gestionnaires qui vont dire combien ça va nous coûter ce changement-là, est-ce qu'on aurait pu mettre le budget ailleurs? Fait que ça peut être, le mot opposant est un mot très fort qui veut dire que oui, effectivement, il y a un pôle de l'opposition, mais ce n'est pas pour dire que c'est une question de pour ou contre, c'est juste pour dire qu'il y a de l'opposition parce qu'il y a des préoccupations qu'il faut répondre au niveau de l'organisation et auxquelles il faut réfléchir. Et c'est le climat de travail qui va faire en sorte que il va y avoir une certaine transparence aussi au niveau de la communication de ces préoccupations-là. Entre les deux, on a des zones d'ambivalence. Donc, ce sont des employés qui ne sont pas parfaitement enthousiastes, mais qui ne refusent pas non plus. Et dans cette zone-là, on va avoir aussi des gens qui sont beaucoup plus vers le refus ou beaucoup plus vers l'enthousiasme, mais ce sont des personnes qui sont encore dans l'indécision, si on veut.
ou qui sont déjà dans une position, mais qui ne vont pas l'exprimer concrètement, clairement, pour diverses raisons, mais c'est toutes des préoccupations qu'il faut aller chercher, des idées qu'il faut aller chercher, des retours qu'il faut aller chercher au niveau de l'organisation. Donc, le plan d'action pour surmonter les résistances, notre carte d'acteurs, faut penser qui sont nos acteurs de changement. Donc, c'est qui les gens qui vont piloter le changement, c'est qui les gens qui vont être impactés par le changement, c'est qui les gens qui sont pour, contre, dans une zone d'ambivalence aussi. Donc, d'avoir une idée sur nos acteurs de changement, qui va aussi, nos acteurs nécessaires du changement, donc qui s'occupe de piloter le changement, qui s'occupe de relayer le changement et qui va être impactés par le changement directement. Donc, et comment ces acteurs-là aussi vont être impliqués. Quelles sont mes séquences d'action dans l'organisation pour gérer le changement et de réfléchir aux incidences financières et des coûts que cela implique sur l'organisation. Donc, de faire des scénarios, un scénario réaliste, un scénario plus pessimiste, un autre optimiste et de voir ça va ressembler à quoi mes incidences financières dans l'organisation par rapport au changement que je décide de mettre. Des centres de responsabilité, donc qui s'occupe de quoi et à quel niveau. Est-ce que mon département des ressources humaines, par exemple, mais les personnes qui s'occupent du développement organisationnel, de la gestion du changement, est-ce que ça va être eux qui vont piloter le changement? Puis si c'est oui, avec qui ils vont piloter le changement? Qui va s'occuper de suivre les chiffres par rapport au changement et les indicateurs aussi? Donc, qui va s'occuper aussi à livrer le message et à le communiquer? C'est important de avoir des centres de responsabilité pour que les rôles soient très clairement identifiés. Et ensuite, on fait un suivi pour s'assurer qu'on a, si jamais on a des ajustements à faire, donc le suivi va nous permettre de faire les ajustements nécessaires pour l'atteinte des objectifs. Donc, il y a aussi une partie un peu psychologique dans la gestion du changement qui serait intéressant à explorer. Ce seraient les paradigmes. Puis les paradigmes, en réalité, on a tous des façons différentes d'interpréter un peu la réalité. Les changements aussi qu'on veut faire dans l'organisation sont liés à des paradigmes. Nos organisations aussi sont liées à ces paradigmes-là. Donc, à partir de là, on réfléchit quel paradigme en est d'une façon plus prononcée ou d'une façon plus dominante. Donc, les 4 types de paradigmes, ce serait unitaire, social, sensoriel, mythique, pour dire unitaire, c'est qu'on est beaucoup dans les directives, dans les règles, etc. Le social, on est beaucoup plus dans les liens sociaux, dans la collaboration, puis sensoriel, on est beaucoup dans le sens. Donc, il faut donner un sens aux choses, mais aussi de pouvoir dire qu'est-ce que ça va l'impliquer dans l'expérimentation réelle. Et les mythiques, ce sont les gens qui vont toujours être beaucoup plus, ou le paradigme qui va faire en sorte qu'on est toujours dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir? Comment est-ce qu'on voit, les choses dans le futur. Donc, c'est beaucoup plus dans l'innovation aussi, etc. Et quel paradigme est dominant, ça nous permet aussi de s'ajuster, d'ajuster le message par rapport à la communication qu'on souhaite faire dans l'entreprise. Donc, on passe par 3 phases dans une gestion du changement. La première phase d'éveil, ensuite la transition, et on veut aussi ritualiser les comportements et comment est-ce qu'on peut réfléchir notre plan de communication par rapport à ça. Donc, on a une lecture partagée des problèmes et des solutions. C'est ça qu'on veut communiquer au début. On veut convenir des modalités d'introduction des changements. On veut assurer la mise en place des nouvelles façons de faire et ensuite consolider ces nouvelles façons de faire. Fait que notre plan de communication pourrait suivre l'évolution de la gestion du changement par rapport à on en est où dans notre gestion du changement. Concrètement, on peut réfléchir pour planifier notre communication, à qui on s'adresse, qui initie. Donc, on va penser à nos acteurs, alors à qui on s'adresse, qui initie le message, qui le délivre, dans quel contexte aussi, puis comment on veut joindre notre public cible, ce serait quoi le canal le plus efficace. On réfléchit aussi à la date et à la fréquence, puis pour les absents aussi, comment on va les joindre. Par rapport au développement de compétences, je sais que le temps file, mais je vais aller très rapidement.
Donc, les chiffres montrent que quand on développe les expertises ou quand on a l'expertise nécessaire, on a beaucoup plus de chances d'atteindre le changement qu'on souhaite avoir. Donc, c'est très important de s'assurer qu'on a l'expertise nécessaire en matière climatique euh, qui va faire en sorte que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs stratégiques que nous avons prédéfinis à notre vision de l'entreprise. Il y a une pénurie de main-d'œuvre documentée sur le site aussi par Environ Compétences qui dit que oui, il y a encore des efforts à faire dans le domaine du développement des compétences, mais dans l'organisation concrètement, ce qu'on peut faire, c'est d'identifier les hauts potentiels pour suivre des parcours de formation structurés, assurer une adéquation entre la formation et les besoins en compétences et développer une culture apprenante au niveau de l'exécutif jusqu'aux employés de premier niveau. Donc, les indicateurs, l'entreprise va pouvoir réfléchir des indicateurs en fonction de ses objectifs stratégiques, évidemment. Donc, ça peut être des indicateurs qui sont reliés à l'environnement, l'impact par rapport à ça, l'engagement, donc la participation, les idées proposées. Ça nous donne aussi une idée sur la réactivité des destinataires du changement ou les gens qui sont impactés par le changement. Donc, les impacts aussi sur nos finances et sur le plan organisationnel, c'est quoi les pratiques qu'on a intégrées, les formations qu'on a données et la satisfaction, le retour. On va pouvoir définir nos indicateurs en fonction de ce qui est important pour l'organisation. Pour pérenniser les changements, on veut intégrer des pratiques vertes dans les procédures pour s'assurer que ça reste dans l'organisation. On veut renforcer la littératie climatique et favoriser un dialogue constructif dans l'écosystème d'affaires. Donc, des fois, il y a des communautés d'échange aussi auxquelles les entreprises peuvent participer. On veut former le nouveau personnel aux pratiques vertes dès l'intégration. Comme ça, il n'y a pas de gestion de changement aussi à faire à ce niveau-là pour les nouveaux. On veut maintenir un dialogue qui est ouvert avec les équipes, donc pour pas travailler en silo et toujours soutenir les leaders pour ancrer les comportements et pour avoir un style de leadership qui aide l'organisation à pouvoir gérer le changement efficacement. Ça passe des fois par des coachings de gestion ou par des formations. Vous pouvez nous appeler Service Québec pour vous aider dans ce cadre-là, mais dans d'autres cadres aussi. C'est que ça termine la présentation. Je vais prendre quelques minutes très rapidement pour vous présenter aussi nos services chez Service Québec. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc, le premier volet, c'est le service conseil. On est là pour vous accompagner, pour prendre du recul sur vos défis, pour comprendre vos défis et réfléchir aux solutions qui sont adaptées. On offre aussi des subventions, donc au niveau de l'aide conseil pour faire appel au service d'un consultant, soit pour un diagnostic organisationnel, une planification stratégique, une gestion du changement ou les bonnes pratiques en ressources humaines et aussi en formation pour l'acquisition des nouvelles compétences pour favoriser le maintien en emploi. Donc, si vous avez des défis organisationnels au niveau des ressources humaines, faites appel à nous. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Vous avez le numéro ici, vous avez le localisateur aussi si vous êtes une PME qui n'est pas sur l'île de Montréal, puis vous pouvez toujours utiliser le lien pour avoir plus d'informations sur les services offerts, ce qui termine ma présentation. Je suis désolée pour le dépassement du temps. Aucun souci. Merci énormément, Zineb, pour ta présentation. Puis, merci d'apporter plusieurs notions clés. Je pense que ça peut alimenter beaucoup les réflexions. Euh, Peut-être on peut répondre à quelques questions. Donc, je vous inviterai à répondre dans la zone Q&A. Puis, peut-être on pourrait arrêter le partage d'écran si tu es d'accord, Zineb. Comme ça, on va bien nous voir. Merci. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte Q&A. On va avoir un court échange, de Zineb et moi, autour de quelques questions. Mais déjà, j'aimerais peut-être te relancer sur quelques éléments de ta présentation. Tu nous as parlé, en fait, de leadership, de transformation. Tu nous as parlé à travers le plan d'action de tous ces acteurs, parties prenantes impliquées. Comment, selon toi, on peut identifier les bonnes personnes qui devraient être un peu nos champions internes ou les gens qui devraient être les alliés de la démarche? Est-ce que tu aurais quelques trucs peut-être pour qu'on puisse identifier ces bonnes personnes dans nos organisations? Oui, effectivement, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer d'avoir les bonnes personnes? C'est qu'on va décider c'est qui les personnes qui ont le plus d'influence aussi dans l'organisation, pas nécessairement de l'influence formelle,
Oui, de l'influence formelle, c'est important. Donc, l'influence formelle dans les postes de direction, nos leaders, nos gestionnaires de premier niveau, mais il y a aussi dans l'opérationnel des gens qui supportent ce changement-là et qui pourraient apporter un plus bénéfique dans la gestion du changement et qui peuvent faire partie de comités de réflexion par rapport au changement et pour avoir aussi les idées du terrain qui peuvent faire toute la différence dans la planification du changement, surtout au niveau des PME. C'est pas des, souvent, ben, on a des PME qui sont de grandes structures. Il y a des PME de plus petites structures qui permettent une plus grande agilité, donc qui permet aussi de faire participer les gens sur le plan opérationnel pour réfléchir à ce que ça prend pour avoir une gestion de changement qui est efficace. Ben oui, tout à fait. Je pense que les gens connaissent bien c'est quoi leur travail, leurs enjeux, leurs défis au quotidien. Donc, d'avoir aussi leur perception par rapport à qu'est-ce que ça peut changer dans leur quotidien, c'est important aussi à tenir en compte, puis à faire un changement qui est adéquat aussi avec cette réalité-là. Donc, d'impliquer les gens à différents niveaux dans l'organisation, c'est intéressant de le faire. Tu parles de comité, il y a sûrement plusieurs types de structures qu'on peut mettre en place pour Effectivement. consulter ces personnes. J'aimerais peut-être te relancer. En fait, je vois qu'on a une question par rapport à l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui. Tout à fait, la rencontre d'aujourd'hui va être disponible en rediffusion. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des webinaires en rediffusion sur la boîte à outils de la Chambre. Puis pour ceux qui sont inscrits aujourd'hui, vous recevrez également un courriel. Donc, vous allez pouvoir réécouter tout ça à tête reposée avec les coordonnées de Zineb et son équipe qu'elle a affichées à la fin de la présentation. J'ai peut-être une autre question. Justement, tu as parlé de différentes phases là, dans le plan de communication. Comment on peut évaluer, on se retrouve dans quelle phase du changement? Est-ce qu'il y a des outils qui existent ou des façons de mesurer pour savoir comment notre changement, on en est où dans, est-ce qu'on est encore dans l'éveil? Est-ce qu'on a plutôt réalisé le changement, puis on peut dire on est plus à pérenniser? Comment on évalue l'état d'avancement? Oui, la façon d'évaluer l'état d'avancement, on peut l'évaluer de plusieurs façons. Donc, c'est sûr que quand la décision arrive, qu'on veut faire un changement dans l'organisation, on le communique, on est vraiment dans le début de la phase de changement. Et ce qu'on veut faire avec les équipes, c'est qu'on veut comprendre ensemble comment ça va impacter, mais réfléchir surtout aux problématiques et pourquoi on apporte ces solutions-là dans l'organisation. Et c'est une merveilleuse façon de faire participer les équipes aussi à ce moment-là pour avoir le pouls et pour avoir les idées. Donc, c'est la première phase. On peut décider qu'on est au début et que c'est la communication qu'on souhaite avoir, c'est les discussions qu'on souhaite avoir avec les équipes. Puis par la suite, quand on commence à implanter le changement, on est certainement en phase de transition. Donc, à ce moment-là, on peut aller vers les autres phases de communication pour communiquer qu'est-ce qu'on veut faire, puis comment ça l'impact concrètement dans l'organisation, c'est quoi l'impact qu'on va avoir. Puis à la fin du changement, c'est quand on voit que les comportements ont déjà commencé à émerger, mais qu'on veut s'assurer que que ces comportements-là vont être là pour rester. Donc, ça passe aussi par la reconnaissance des bons coups, par exemple. On va reconnaître les changements qu'on veut voir rester et se pérenniser dans l'organisation. Merci beaucoup. Puis, j'aimerais peut-être t'entendre. En fait, on a parlé des services de Service Québec. Tu nous as présenté ce que vous faites. Pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, à quel moment dans leur processus elles devraient venir vers vous? Est-ce qu'il y a un moment clé, par exemple, qu'elles n'ont rien commencé encore de leur transition verte? Elles ne savent pas par où commencer. Est-ce que c'est vers vous qu'elles devraient se tourner? Est-ce que c'est plus tard dans le processus? À quel moment ce serait idéal? Oui, donc quand les entreprises nous appellent, ils peuvent nous appeler à n'importe quel moment, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que quand il y a des projets, par exemple, un projet de revoir les pratiques RH ou qu'il y a des défis organisationnels auxquels elles font face, elles peuvent nous contacter tout de suite. Il n'est jamais trop tard de nous appeler, évidemment. Donc, on est toujours là à l'écoute pour accompagner les entreprises.
Mais quand l'entreprise a déjà décidé du projet qu'elle souhaite avoir au niveau de ses pratiques ressources humaines, par exemple, ou des formations qu'elle souhaite donner à ses employés, elle peut nous contacter à ce moment-là. Le plus important, c'est de nous contacter avant de commencer peut-être le projet comme tel qu'elle décide de faire. Fait qu'on peut accompagner avec des services conseils, réfléchir, accompagner l'entreprise dans la prise de ses décisions et aussi pour avoir un regard externe sur ses défis. Mais si l'entreprise a déjà décidé aussi des priorités, elle pourrait tout à fait nous appeler, nous en parler, puis on est là pour écouter, pour voir c'est quoi les meilleures façons de les aider. Est-ce que c'est à travers, on a deux grandes mesures. Donc, la mesure en concertation pour l'emploi qui est en lien avec les bonnes pratiques en ressources humaines, dans les bonnes pratiques en développement organisationnel dans la gestion du changement, et aussi pour la planification de la relève, le diagnostic organisationnel, des fois pour des organisations qui ont plus de défis. Mais aussi, on a la mesure de formation, donc pour s'assurer que les gens vont acquérir les compétences qu'ils ont besoin d'avoir dans l'organisation pour réduire l'écart qu'on peut avoir dans l'organisation entre les besoins et les compétences requises. Donc, ce sont nos mesures au service aux entreprises. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre les entreprises sur leurs défis. Donc, il n'est jamais trop tard pour nous appeler, il n'est jamais trop tôt pour nous appeler. Excellent, mais merci beaucoup. Puis c'est intéressant ce que tu amènes aussi tous les éléments avec les compétences. Je pense que main-d'œuvre, enfin, montée en compétences, talent et transition verte sont deux sujets qui s'entremêlent de façon naturelle. On a justement beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'elles n'ont pas les experts à l'interne pour faire la transition verte. Donc souvent, on doit se tourner vers de l'accompagnement externe. Puis bon, ben, travailler avec de l'accompagnement externe, souvent, ça coûte des sous, puis c'est peut-être ponctuel, donc ça aide énormément. Mais donc, d'où l'importance de former aussi les gens à l'interne pour qu'ils puissent bien comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme transition, puis comment ils peuvent eux aussi devenir des experts de ces nouvelles compétences. Donc, ça, Oui. c'est intéressant que tu apportes ça. J'ai une question de quelqu'un qui nous écoute. Donc, il demande si Service Québec accompagne aussi les OBNL. Est-ce que pour vous, dans le fond, c'est tout type d'entreprise, toute taille, vous les accompagnez? Oui. Donc, nous, moi, j'utilise beaucoup le mot organisation. Donc, c'est les OBNL et les PME. Effectivement, oui, on accompagne les OBNL, les PME aussi. Donc, peut-être que les grandes entreprises, euh, ça, euh, c'est ça. C'est moins dans Dans votre pas pour public dire cible. nos priorités, mais c'est vraiment les PME qu'on accompagne. Donc, ça peut être entre 6 et 250 employés, par exemple. C'est comme ça qu'on réfléchit les PME. Puis les OBNL, effectivement. Parfait. Zinem, il nous reste peut-être une dernière question avant de clore le webinaire d'aujourd'hui. Euh, la transition, ça peut être quand même très complexe, ça peut être de longue haleine. Euh, Est-ce que tu aurais un truc ou un dernier élément que tu aimerais souligner aux entreprises ou aux organisations qui nous écoutent? Comment on devrait faire cette approche-là? Est-ce que tu dirais de se fixer des objectifs sur des 6 mois, d'avoir des plans ou des feuilles de route Oui. peut-être à plus court terme? Ça serait quoi le two cents qu'on pourrait retenir en bon français? C'est une très bonne question. En fait, oui, effectivement, la planification stratégique est très importante quand on veut faire des réflexions et avoir des objectifs sur le moyen et court terme. J'utiliserai pas le mot long terme parce que c'est sûr qu'avec tout ce qui arrive dans le contexte actuel, les incertitudes, on ne parle plus de planification stratégique sur 5 ans ou sur 10 ans. C'est pas réaliste. On a des planifications stratégiques beaucoup plus courtes que ça. Et ça peut être, mettons, sur 1 an ou sur 3 ans. Donc, j'en profite pour inviter les entreprises qui ont besoin de revoir leur planification stratégique à cause de tout ce qui se passe avec des incertitudes à nous contacter aussi. Mais oui, effectivement, ça passe par la planification stratégique, mais ça passe aussi par une gestion de changement qui est réaliste en lien avec l'entreprise et ses capacités. Donc, il n'y a pas une seule solution pour tout le monde. Et c'est cette réalité qui fait qu'il y a des experts aussi en gestion du changement qui vont intervenir dans les organisations et qui vont dire c'est quelle est la meilleure manière de réaliser le changement dans l'organisation. C'est sûr qu'aujourd'hui,
on veut maîtriser les grands points de la gestion du changement. Donc, la communication, les compétences, le fait de l'intégrer dans la planification stratégique, de réfléchir son climat de travail, son leadership. Mais vous voyez, même 30 minutes, c'est pas toujours assez. Et que c'est sûr que c'est un travail de longue haleine, la gestion de changement, comme vous le dites. Puis dans la transition verte, ça peut avoir un impact sur différentes activités, sur différents volets de l'organisation. Et c'est vraiment ça qui est à prendre en considération. Donc, il n'y a pas une solution pour tous. Il y a des réalités des entreprises qui sont différentes, peuvent être dans la même industrie, évidemment, mais avoir des réalités qui sont complètement différentes, puis de leur décision, du positionnement stratégique que tu souhaites avoir comme organisation. Et c'est ça qui fait que, effectivement, oui, c'est un travail de longue haleine, mais c'est surtout un travail qui doit être adapté à la réalité, de l'entreprise dans son ensemble. Merci beaucoup. C'est vraiment un excellent mot de la fin. Donc, je pense que ça invite les gens qui nous écoutent à faire un diagnostic peut-être de leur situation, de voir également quelles sont leurs priorités stratégiques. Puis tout à l'heure, tu as parlé aussi d'allier la performance économique avec ces changements-là. Donc, ça porte aussi à réfléchir sur comment on veut aborder la question. Donc, Service Québec est là pour accompagner cette transition, puis plusieurs autres experts également de l'écosystème. Donc, merci énormément, Zineb, pour cette présentation aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à revisionner l'ensemble de nos derniers webinaires qui sont disponibles sur la boîte à outils Convergence. On a également plusieurs autres ressources à disposition dans cette boîte à outils, donc plusieurs autres guides, outils pratiques qui sont proposés. Puis, on a également un balado qui est disponible si vous voulez vous inspirer d'entrepreneurs qui ont fait cette transition-là avec leurs équipes. Merci encore, Zinem, puis bonne journée à Merci tous. à vous. Merci. Bonne journée.